Entre 1976 et 1983, 30 000 personnes ont disparu en Argentine sans processus légal, sans notification aux familles, sans enregistrement officiel. Elles ont été emmenées dans plus de 500 centres clandestins répartis dans tout le pays, cachés dans des commissariats, des écoles militaires et des bâtiments commerciaux. Le plus grand centre fonctionnait en plein Buenos Aires, à quelques mètres de quartiers résidentiels. Les détenus étaient sédatés et transportés dans des avions militaires au-dessus de l'océan Atlantique. Les vols avaient lieu chaque semaine. Les femmes enceintes restaient en captivité jusqu'à la naissance de leurs enfants. Les bébés étaient remis à d'autres familles avec des identités falsifiées. Les mères étaient ensuite éliminées du système. Le 24 mars 1976, alors que la majorité des Argentins dormaient, des colonnes de chars avancèrent dans les rues de Buenos Aires. Une junte militaire, dirigée par le général Jorge Rafael Videla, l'amiral Emilio Eduardo Macera et le brigadier Orlando Ramon Agosti, renversa le gouvernement constitutionnel. En quelques heures, le Congrès fut dissous, les partis politiques interdits et les droits civils suspendus. Ce qui suivit ne fut pas simplement une autre dictature militaire dans l'histoire tumultueuse de l'Amérique latine du XXe siècle. Ce fut l'installation d'une machine d'extermination sans précédent dans la région. La junte a baptisé son régime comme « processus de réorganisation nationale ». Sous cette terminologie aseptique se cachait un plan systématique de terreur d'État qui transformerait l'Argentine en synonyme d'un mot qui jusqu'alors n'existait à peine dans le vocabulaire des droits humains, les disparus. Ce n'étaient pas des prisonniers politiques avec des accusations définies, ni des ennemis capturés au combat. Ce étaient des personnes qui avaient simplement cessé d'exister dans les registres officiels, effacées de la réalité par un système de centres clandestins répartis sur tout le territoire national. Au cœur de cet appareil de répression se trouvait l'école de mécanique de la marine, connue sous ses initiales ESMA. Située sur l'avenue du Libertador, l'une des artères principales reliant Buenos Aires au nord de la province, l'ESMA n'était pas un lieu éloigné ou caché. Elle occupait 17 hectares en plein centre d'un quartier résidentiel de classe moyenne, entouré de boutiques, de cafés et d'immeubles d'appartements. Des milliers de personnes passaient quotidiennement devant ces murs blancs sans imaginer que, de l'autre côté de cette façade institutionnelle, certains des crimes les plus atroces du XXe siècle étaient perpétrés. Le choix de ce site n'était pas accidentel. L'ESMA fonctionnait comme école de formation navale depuis 1897. Transformer une institution éducative militaire en centre d'extermination a permis aux auteurs de crimes d'opérer sous une couverture d'apparente normalité. Pendant la journée, des cadets en uniforme défilaient dans les camps d'entraînement. La nuit, des camions sans identification entraient avec leurs charges humaines. La vie militaire régulière continuait dans certains secteurs du complexe, tandis que dans d'autres, spécifiquement dans le bâtiment du Casino des Officiers, l'horreur systématique se déroulait. Le Casino des Officiers était un bâtiment de 4 étages, avec une façade de style académique français. Ses larges fenêtres donnaient sur des jardins soigneusement entretenus. Initialement conçu comme résidence et centre social pour les officiers de marine, il a été méticuleusement adapté à des fonctions beaucoup plus sinistres. Le 3e étage, connu des survivants sous le nom de Capuche, est devenu la principale zone de détention. C'était un espace long et étroit, initialement divisé en chambres, dont les murs internes ont été démolis pour créer un espace ouvert. Là, dans ce grenier sous le toit, des centaines de détenus sont restés pendant des mois enchaînés à des anneaux soudés au sol, avec des capuches en tissu sombre couvrant en permanence leur visage. La structure opérationnelle de ce centre répondait à la Task Force 3.3.2, une unité spéciale du service de renseignement naval. Environ 200 hommes échangeaient à leur tour, allant des officiers de haut rang aux sous-officiers responsables des tâches les plus brutales. La hiérarchie était stricte. À la tête se trouvaient des commandants comme Jorge Acosta, surnommé le Tigre, qui dirigeait les opérations avec une minutie bureaucratique. Chaque enlèvement, chaque séance de torture, chaque exécution était consignée sur des formulaires et des fiches qui étaient archivées dans des cabinets métalliques gris. Les enlèvements suivaient des schémas établis. Des groupes opérationnels de 5 ou 6 hommes en civil,
conduisaient des voitures Ford Falcon vertes sans plaque, des véhicules qui, avec le temps, sont devenus un symbole de terreur pour les Argentins. Ils arrivaient généralement à l'aube, entre 2h et 5h du matin. Ils défonçaient les portes, traînaient les victimes de leur lit, pillaient les maisons emportant de l'argent, des bijoux, des documents. Les voisins qui entendaient les cris apprenaient rapidement à ne pas se montrer, à ne pas voir, à ne pas se souvenir. Le silence forcé faisait partie du système de contrôle. Les victimes arrivaient à l'ESMA, les yeux bandés, menottés, souvent frappés pendant le transfert. Dans le sous-sol du casino des officiers, un espace humide aux murs en briques non crépies, commençait le processus de réception. Elles étaient photographiées de face et de profil, comme lors des fichages policiers. Ensuite, elles étaient complètement dépouillées de leurs vêtements. La nudité forcée n'était pas le fruit du hasard, c'était la première phase d'un processus calculé de déshumanisation. Sans vêtements, sans identité visible, les prisonniers cessaient d'être avocats, étudiants, ouvriers, enseignantes. Ils devenaient des numéros. La ESMA était le plus grand de ces centres, mais de loin pas le seul. Le réseau s'étendait dans tout le pays. À Buenos Aires, au moins 50 centres étaient en opération. L'Olimpo, situé dans le quartier de Floresta, fonctionnait dans un ancien dépôt d'automobiles. Le Club Atlético se trouvait sous un pont en construction, ses murs littéralement ensevelis sous des tonnes de béton lorsque les autorités décidèrent d'effacer les preuves. Le garage Olimpo occupait un garage pour autocars. Automotores Orletti était un atelier de mécanique qui servait de base d'opération pour le plan Condor, la coordination répressive entre dictatures sud-américaines. Dans la province de Buenos Aires, plus de 230 centres clandestins ont opéré simultanément. Certains étaient des commissariats où des cellules spéciales ont été aménagées dans des sous-sols. D'autres étaient des camps militaires où des baraquements spécifiques pour la détention et la torture ont été construits. Même des entreprises privées ont collaboré. Dans l'usine de Ford Motor Company à General Pacheco, du personnel de l'entreprise a participé directement à des interrogatoires et à des tortures de travailleurs syndiqués. Un cas qui, des décennies plus tard, a abouti aux premières condamnations contre des cadres de multinationales pour crimes contre l'humanité. La géographie de ces centres révélait la nature ubiquitaire de la terreur. Ce n'étaient pas des champs reculés dans des zones désertiques. Ils étaient intégrés dans le tissu urbain, dans des quartiers résidentiels, dans des zones industrielles, dans des bases militaires qui fonctionnaient simultanément comme installations légitimes. Cette dispersion servait de multiples objectifs. Elle compliquait la tâche des familles pour localiser les disparus. Elle multipliait l'effet paralysant de la peur dans la population, et elle permettait une échelle industrielle de répression qui aurait été impossible avec un ou deux grands camps centralisés. Le système classait les détenus en catégories. Les interrogateurs déterminaient qui pourrait avoir des informations précieuses, qui pourrait être récupéré idéologiquement, qui serait immédiatement éliminé. Cette catégorisation ne suivait pas des critères rationnels de menaces réelles. Des étudiants du secondaire ayant participé à des demandes pour des billets d'étudiants moins chers étaient traités comme des terroristes. Des psychologues travaillant dans des villas misères étaient accusés d'infiltration marxiste. Des syndicalistes organisant des grèves pour de meilleures augmentations de salaire disparaissaient avec des familles entières. Victor Bastera était l'un des rares survivants qui a réussi à documenter le fonctionnement interne de la ESMA. Enlevé en 1979, il avait des compétences en tant que photographe et technicien graphique que ses ravisseurs ont jugées utiles. Il a été contraint de falsifier des documents d'identité que les agents utilisaient pour des opérations clandestines. Pendant 2 ans, alors qu'il travaillait sous surveillance dans le laboratoire photographique du centre, Bastera a réussi à faire passer clandestinement des négatifs cachés sous ses vêtements quand on lui permettait des visites familiales contrôlées. Il a photographié les perpétrateurs. Il a photographié des installations. Il a photographié des documents classifiés. Ce matériel, remis clandestinement à des organisations de défense des droits de l'homme, deviendrait des décennies plus tard une preuve judiciaire cruciale. La Commission nationale sur la disparition des personnes, connue sous le nom de CONADEP, a été établie en 1983 après le retour à la démocratie. Pendant 9 mois, elle a recueilli des témoignages, inspecté des sites, analysé des documents.
Son rapport final, intitulé Nunca Más, a documenté 340 centres clandestins identifiés et 8961 cas de disparition forcée. Mais ces chiffres ne représentaient que les cas qui ont pu être vérifiés documentairement. Les organisations de droits de l'homme estiment que le nombre réel de disparus a atteint entre 22 000 et 30 000 personnes et que le total de centres clandestins a dépassé 500. L'architecture de la terreur à l'ESMA comprenait des espaces avec des fonctions spécifiques conçus selon une logique industrielle. Le troisième étage, Kapucha, était destiné à la détention à long terme. Le sous-sol contenait la salle de torture principale avec des installations électriques spécialement adaptées. Le deuxième étage abritait des bureaux administratifs où des opérations étaient planifiées. Il y avait une zone appelée Pecera avec de grandes fenêtres où des détenus sélectionnés étaient contraints de travailler sur des tâches de renseignement ou de propagande dans des conditions légèrement moins brutales. Cette différenciation créait des hiérarchies entre les prisonniers, semant la méfiance même entre les victimes. La normalité apparente qui entourait ces lieux faisait partie de leur efficacité. Les voisins de la ESMA entendaient occasionnellement des cris nocturnes. Ils voyaient des camions entrer tard dans la nuit. Ils remarquaient des mouvements inhabituels, mais le régime avait construit un récit où ces centres n'existaient tout simplement pas. Officiellement, il n'y avait pas de prisonniers politiques en Argentine. Ceux qui disparaissaient, selon les versions officielles, avaient fui à l'extérieur ou avaient été exécutés dans des affrontements armés avec les forces de sécurité. La presse censurée reproduisait sans question ces communiqués. Pour les familles qui cherchaient leurs disparus, l'expérience était kafkaïenne. Elle présentait des habeas corpus devant des juges qui les rejetaient systématiquement. Elles visitaient des commissariats où on leur disait qu'il n'existait aucun enregistrement de détention. Elles parcouraient des hôpitaux et des morgues sans trouver de traces. L'État niait avoir connaissance des enlèvements perpétrés par ses propres forces. Cette négation n'était pas une incompétence bureaucratique. C'était une politique délibérée conçue pour maximiser la souffrance des familles tout en maintenant une façade de légalité face aux observateurs internationaux. Le choix de méthodes clandestines, au lieu de procès militaires publics ou d'exécutions ouvertes, répondait à des leçons que les militaires argentins avaient apprises des dictatures précédentes en Amérique latine. Les fusillades massives de la dictature de Pinochet au Chili avaient engendré une condamnation internationale immédiate. Les camps de prisonniers en Uruguay étaient surveillés par la Croix-Rouge. L'Argentine avait développé un système qui, en niant l'existence même de victimes, essayait d'opérer sous le radar du scrutin international. Il n'y aurait pas de corps à compter, il n'y aurait pas de prisonniers à visiter, il n'y aurait pas de procès à observer. Ce système n'est pas apparu spontanément. Il est le résultat d'années de planification et d'entraînement. Des officiers argentins avaient étudié des techniques de contre-insurrection à l'École des Amériques au Panama, où les États-Unis formaient des militaires latino-américains. Ils avaient reçu des conseils de vétérans français des guerres coloniales en Algérie et en Indochine, où des méthodes de torture et de disparition avaient été perfectionnées. La dictature argentine a pris ces techniques et les a industrialisées, créant ce que des analystes décriraient des décennies plus tard comme l'un des systèmes les plus efficaces de terrorisme d'État du XXe siècle. Les fichiers de la terreur, à l'intérieur des centres clandestins. Dans le sous-sol du casino des officiers de l'ESMA, les murs en briques apparentes suinta une humidité constante. L'espace, conçu à l'origine comme dépôt, avait été transformé en ce que les survivants appelleraient simplement la salle. Il n'y avait pas de fenêtre. Une ampoule nue pendait au plafond. Au centre se trouvait un lit métallique d'hôpital, mais pas pour la guérison. Ses pieds étaient soudés à des plaques de métal au sol. Ses bords avaient des sangles en cuir usées par l'usage, et d'une boîte grise fixée au mur sortaient des câbles avec des pinces aux extrémités. La picana électrique n'était pas une invention argentine. Son utilisation dans les interrogatoires policiers remontait à des décennies, mais pendant la dictature, son application a atteint des niveaux de systématisation sans précédent. Les tortionnaires avaient perfectionné la technique grâce à des expérimentations répétées. Ils savaient exactement combien de voltage appliquer pour provoquer une douleur insupportable sans entraîner une mort immédiate. Ils savaient quelle zone du corps générait le plus de souffrance
les génitales, les seins, la bouche, les oreilles, les blessures ouvertes. Il savait que mouiller le corps au préalable intensifiait l'effet. Les séances de torture ne se déroulaient pas dans des moments de rage incontrôlés. C'étaient des procédures calculées, réalisées avec une méthodologie clinique. Victor Bastera, contraint de photographier des prisonniers avant et après les interrogatoires, a été témoin de cette routinisation de l'horreur. Les tortionnaires arrivaient à des heures fixes. Ils se changeaient en vêtements de travail. Ils allumaient des cigarettes. Ils discutaient de football en préparant l'équipement. Puis ils procédaient à détruire systématiquement un autre être humain pour ensuite se laver les mains, se changer à nouveau et rentrer chez eux auprès de leur famille. Les interrogatoires combinaient la torture physique avec une destruction psychologique délibérée. Ils ne cherchaient pas simplement des informations, ils visaient à briser l'identité même de la victime. Les questions se répétaient sans cesse: nom de camarade, adresse de réunion, description d'activité, mais même lorsque les victimes fournissaient toutes les informations qu'elles possédaient, la torture continuait. L'objectif était l'annihilation de la volonté, la réduction du prisonnier à un état de terreur absolue où tout ordre serait obéi sans résistance. Au 3e étage, dans l'espace connu sous le nom de capuche, des centaines de personnes existaient dans un état de suspension entre la vie et la mort. Le nom venait des capuchons en tissu sombre qui couvraient en permanence leur tête. Enchaînés à des anneaux dans le sol, incapables de voir, ne sachant pas s'il faisait jour ou nuit, les prisonniers perdaient toute notion du temps. Ils pouvaient être là pendant 1 semaine ou 6 mois. Ils ne le savaient pas. Ils ne pouvaient pas le savoir. Cette privation sensorielle était en elle-même une forme de torture psychologique aussi dévastatrice que l'électrique. Les conditions en capucha violaient toute conception de la dignité humaine. Les prisonniers recevaient de la nourriture 1 fois par jour, un plat de ragoût à queue, du pain dur. Pour aller aux toilettes, ils devaient demander la permission. Parfois, ils y étaient conduits, parfois non. L'humiliation de devoir satisfaire des besoins physiologiques enchaînés faisait partie du processus de déshumanisation. L'odeur était nauséabonde, sueur, urine, peur. La plupart étaient nus ou semi-nus. En hiver, le froid sous le toit non chauffé était pénétrant. En été, la chaleur sous les tôles métalliques du toit était suffocante. Myriam Lewin, l'une des rares survivantes de l'ESMA, a décrit des années plus tard l'expérience du capuchon comme une mort en vie. Elle écoutait constamment, mais ne pouvait pas voir. Elle entendait des pas s'approcher et son corps se tendait. Viendrait-il la chercher cette fois? Elle entendait des cris lointains d'autres prisonniers torturés. Elle entendait des conversations fragmentées des gardiens. Mais tout n'était que son sans image, construisant un monde de terreur imaginée qui souvent surpassait même la réalité. La violence sexuelle a été systématiquement utilisée comme méthode de torture dans tous les centres clandestins. Pendant des décennies, cet aspect est resté partiellement caché. Les survivantes, dans une société conservatrice, faisaient face à la honte et à la stigmatisation en racontant ces expériences. Les auteurs des violences l'avaient calculé. Ils savaient que ce type de violence serait le moins dénoncé, le plus difficile à poursuivre légalement. Mais finalement, le témoignage accumulé de centaines de survivantes a forcé la reconnaissance. À l'ESMA, des officiers de haut rang maintenaient donc des femmes en captivité comme esclaves sexuelles, les utilisant à plusieurs reprises pendant des semaines ou des mois avant de les éliminer définitivement. Dans d'autres centres comme Atlético Banco Olimpo, les viols se produisaient devant les membres de la famille des victimes, des enfants contraints d'assister au viol de leur mère, des maris obligés d'écouter depuis des cellules voisines. Cette violence ne recherchait pas de gratification sexuelle. C'était un outil spécifique de destruction psychologique tant de la victime directe que de ses proches. Le submarine était une autre technique régulièrement employée. Il se présentait sous 2 variantes. Le submarine sec consistait à placer un sac en plastique sur la tête de la victime, le scellant autour du cou et à le maintenir jusqu'à ce qu'elle perde connaissance par manque d'oxygène. Quelques secondes avant le point de mort irréversible, ils retiraient le sac. Ils espéraient que la victime récupère un peu de souffle. Ils répétaient le processus. Le submarine humide impliquait de plonger la tête de la personne dans un réservoir d'eau sale, souvent mélangé à des excréments,
maintenant l'immersion forcée jusqu'à la limite de l'asphyxie. Les deux méthodes laissaient peu de marques physiques visibles, mais causaient des dommages psychologiques profonds et durables. Les simulacres d'exécution constituaient une torture psychologique raffinée. Ils emmenaient le prisonnier aveuglé à ce qu'il croyait être le lieu d'exécution. On entendait le son métallique des armes étant chargées, ordre militaire sec, le commandement de tir, le clic de gâchette vide. Le prisonnier, ayant vécu les dernières secondes de sa vie anticipée, s'effondrait. Il était ensuite remis dans sa cellule, sachant que la prochaine fois cela pourrait être réel, ou cela pourrait être un autre simulacre. Cette incertitude constante détruisait la capacité de l'esprit à traiter et à s'adapter. Norma Arostito était l'une des fondatrices du mouvement guérillero Montoneros. Capturés en novembre 1976, les forces de sécurité ont mis en scène un faux échange de tirs pour annoncer publiquement sa mort. Mais des documents déclassifiés de la CIA révéleraient, des décennies plus tard, qu'elle avait été gardée en vie à la ESMA. Pendant 14 mois, Arostito a été soumise à des tortures continues d'une brutalité particulière. Les officiers navals la considéraient comme un trophée. Son élimination finale, en janvier 1978, a été précédée de mois de destruction systématique. Le terme transfert a acquis à l'ESMA un sens qui glaçait le sang de ceux qui l'entendaient. Lorsque les gardes annonçaient qu'un prisonnier serait transféré, cela ne signifiait pas mouvement vers un autre centre de détention. Cela ne signifiait pas libération. Cela signifiait que cette personne était dans ses dernières heures de vie. Les détenus qui avaient été des mois sous capuche le savaient. Ils savaient que ceux qui étaient emmenés pour transfert ne revenaient jamais. Le processus commençait par une sélection. Des officiers de la task force examinaient des dossiers de détenus et marquaient des noms. Les critères étaient arbitraires, des prisonniers dont toutes les informations utiles avaient déjà été extraites, des détenus considérés comme irrécupérables idéologiquement ou simplement des cas qui devaient être éliminés pour faire de la place pour de nouvelles victimes. Une fois la décision prise, la préparation logistique commençait. Les prisonniers sélectionnés pour le transfert étaient séparés du groupe général, souvent sous prétexte qu'ils allaient être libérés ou transférés dans des prisons légales. Certains ravisseurs allaient jusqu'à organiser des fêtes d'adieu, obligeant les condamnés à danser et à célébrer leur prétendue liberté imminente, tandis qu'une musique forte résonnait dans le bâtiment. Cette cruauté psychologique finale servait également à masquer les bruits pendant que les mouvements étaient préparés. Puis venait la vaccination. Des médecins militaires injectaient à chaque victime ce qu'ils décrivaient comme des vaccins obligatoires avant le transfert. Ce n'étaient pas des vaccins, c'était du pentothal sodique, un puissant sédatif. La dose était calculée pour laisser la personne semi-consciente, suffisamment étourdie pour ne pas pouvoir résister, mais pas totalement inconsciente. Les victimes se retrouvaient dans un état crépusculaire, capable d'une certaine perception, mais incapable de mouvements coordonnés ou de résistance efficace. Alors que les prisonniers tombaient sous l'effet des drogues, ils étaient complètement dépouillés de leurs vêtements. Nus et chancelants, ils étaient enchaînés par les chevilles et les poignets. Les cagoules qui avaient couvert leur visage pendant des semaines restaient en place, leur refusant même la capacité de voir leurs derniers instants. Ils étaient traînés ou portés vers des camions ou des hélicoptères qui étaient discrètement entrés dans le complexe de l'ESMA sous couverture nocturne. Le transport les amenait à des bases aériennes navales, principalement à l'aérodrome Jorge Newbery à Buenos Aires ou à la base aéronavale d'Ezeiza. Là, ils attendaient les avions. Les préférés étaient les Short SC.7 Skivan, des turbopropulseurs britanniques que la préfecture navale argentine utilisait nominalement pour la surveillance côtière. Ces avions avaient une caractéristique cruciale, une grande porte arrière qui pouvait s'ouvrir complètement en vol, créant un vide vers l'extérieur. Les pilotes qui effectuaient ces vols étaient des officiers de la marine spécifiquement sélectionnés. Tous les pilotes ne participaient pas, il y avait un groupe relativement petit qui s'était spécialisé dans ces opérations. Certains, comme Julio Alberto Poch, nieraient des décennies plus tard toute participation. D'autres, comme Adolfo Silingo, finiraient par avouer. Silingo deviendrait le premier officier militaire à admettre publiquement, en 1995, qu'il avait participé à des vols de la mort.
Son témoignage rompit des décennies de déni officiel. Selon Silingo et d'autres témoignages ultérieurement corroborés lors des procès, les vols suivaient des itinéraires spécifiques. Ils décollaient de l'aérodrome, survolaient vers l'est au-dessus du fleuve de la Plata et s'enfonçaient dans l'océan Atlantique. La distance était calculée pour s'assurer que les corps ne seraient pas emportés par les courants vers les côtes. Généralement, ils volaient entre 40 et 50 km en mer, où la profondeur de l'eau dépassait les 100 mètres. À l'intérieur de l'avion, les victimes gisaient sur le sol de la soute, encore droguées, enchaînées, cagoulées. Le bruit des moteurs était assourdissant. Le froid à haute altitude était extrême. Certains témoignages de pilotes indiquaient qu'occasionnellement, les victimes retrouvaient un peu de conscience pendant le vol, gémissant ou essayant de bouger faiblement. Mais la drogue et les chaînes leur empêchaient toute action efficace. Lorsque l'avion atteignait la position désignée au-dessus de l'océan, la porte arrière s'ouvrait. Le vent rugissait à l'intérieur de la cabine. La température chutait de manière spectaculaire. Les bourreaux, utilisant des harnais de sécurité, traînaient les victimes vers l'ouverture et les poussaient simplement dans le vide. Une après l'autre, 25 ou 30 personnes par vol, jetées vivantes à 4000 mètres au-dessus de l'Atlantique. La chute durait environ 1 minute. Les victimes, si elles avaient repris un peu de conscience, vivaient cette dernière minute dans une terreur absolue. Elles frappaient l'eau à vitesse terminale, la force de l'impact fracturant des os, rompant des organes internes. Si l'impact ne les tuait pas instantanément, elles se noyaient en quelques minutes, leurs corps enchaînés s'enfonçant dans les profondeurs de l'océan. Il n'y a pas de survivants connus des vols de la mort. Ceux qui ont été lancés dans le vide ne sont jamais revenus. Cette pratique n'était pas une invention argentine. Des dictatures antérieures au Chili et dans d'autres pays avaient utilisé des méthodes similaires. Mais l'Argentine l'a industrialisée. Les vols avaient lieu régulièrement au Incedomsa, moins 2 fois par semaine pendant les années de répression maximale. C'était un système de production de morts avec une logistique établie, du personnel dédié, des routines opérationnelles. Les pilotes exécutaient ces missions et revenaient ensuite à voler sur des routes commerciales pour Aerolíneas Argentinas. Les mécaniciens maintenaient les avions qui servaient à la fois pour la patrouille côtière et pour l'extermination massive. Cependant, les militaires ont commis une erreur cruciale dans leurs calculs. Ils ont supposé que les corps s'enfonceraient et disparaîtraient pour toujours dans les profondeurs océaniques. Ils n'ont pas tenu compte du vent. En décembre 1977 et janvier 1978, une série de tempêtes du sud-est, appelées sudestadas, ont frappé la côte. Les vents forts et les courants inhabituels ont poussé plusieurs corps vers les plages à environ 300 km au sud de Buenos Aires. Les corps qui sont apparus montraient des preuves indéniables. Ils étaient nus. Ils avaient des marques de torture, des brûlures, des fractures, des lacérations. Certains avaient encore des bandages sur les yeux ou des morceaux de capuchon. Et le plus révélateur, ils présentaient des fractures multiples compatibles avec un impact depuis une grande hauteur. Ils n'avaient pas été exécutés sur terre puis jetés à la mer. Ils avaient été lancés depuis des avions en vol. Parmi les corps récupérés se trouvaient Azucena Villaflor, Esther Balestrino et Maria Ponce, 3 des fondatrices du mouvement des mères de la Plaza de Mayo. Les corps des religieuses françaises Alice Daumont et Léonie Duquet, dont la disparition avait généré une pression diplomatique internationale, ont également été découverts. Ces découvertes ont fourni la première preuve physique irréfutable que des personnes enlevées à Buenos Aires étaient en train d'être assassinées et jetées à l'océan. Les autorités militaires ont tenté de dissimuler la découverte. Les corps ont été enterrés rapidement comme non identifiés dans des fosses communes. Les dossiers ont été falsifiés, mais des proches persistants et des organisations de défense des droits humains ont conservé des photographies et ont recueilli des témoignages de ceux qui avaient vu les corps. Cette documentation deviendrait cruciale des décennies plus tard. En 2003, le photographe italien Giancarlo Ceraudo a commencé une recherche obsessionnelle des avions utilisés dans les vols de la mort. Ceraudo avait grandi fasciné par l'aviation. Lorsqu'il a entendu parler des vols de la mort lors d'un voyage en Argentine, l'idée que des avions, instruments de technologie et de progrès, avaient été pervertis pour un génocide l'a profondément bouleversé. Il a décidé de retrouver ses aéronefs.
Seraudo s'est associé à Miriam Lewin, journaliste argentine et survivante de l'ESMA. Lewin était initialement sceptique. Que valait-il la peine de trouver les avions alors que des milliers de corps restaient non localisés? Mais Seraudo a insisté sur le fait que les avions seraient une preuve physique irréfutable, impossible à nier. Ensemble, ils ont commencé à traquer des dossiers navals, des documents de vente d'aéronefs, des fichiers de maintenance. Ils ont identifié que la préfecture navale avait opéré 5 avions Skyvan pendant la dictature. 2 ont été abattus pendant la guerre des Malouines en 1982. Les 3 autres ont été vendus après le retour à la démocratie. 1 a été démonté, mais 2 restaient opérationnels, vendus à des acheteurs aux États-Unis. Seraudo et Lewin ont retracé un jusqu'à Fort Lauderdale, en Floride, où une petite compagnie aérienne l'utilisait pour des sauts en parachute. Identité gommée. La recherche des petits-enfants. Au 3e étage de l'ESMA, dans une section séparée de Kapucha, il existait une zone que les gardes appelaient euphémistiquement la maternité. Ce n'était pas un hôpital. Il n'y avait pas d'incubateur ni de pédiatre. C'était un espace où des femmes enceintes étaient maintenues dans des conditions marginalement moins brutales que d'autres détenues, mais seulement jusqu'à ce qu'elles remplissent leurs fonctions biologiques, accoucher. Le plan d'appropriation des bébés n'était pas une conséquence accidentelle ou incontrôlée de la répression. C'était une politique délibérée, conçue au niveau les plus élevés du commandement militaire. La logique idéologique était tordue, mais claire. Les militaires croyaient qu'ils menaient une guerre contre la subversion. Dans cette vision du monde paranoïaque, les enfants des subversifs étaient considérés comme contaminés génétiquement. Permettre qu'ils soient élevés par des familles et des disparus signifierait perpétuer l'infection idéologique. La solution ? S'approprier ces enfants, falsifier leurs identités et les remettre à des familles moralement correctes qui les élèveraient selon des valeurs acceptables pour le régime. Les femmes enceintes qui arrivaient à l'ESMA étaient initialement torturées avec des méthodes qui évitaient de nuire au fœtus. Choc électrique dans des zones éloignées de l'abdomen. Sous-marin. Coup qui n'affectait pas l'utérus. Cette considération n'était pas de l'humanité. C'était un calcul pour assurer un bébé en bonne santé à la fin de la grossesse. Témoignage après témoignage de survivantes a décrit comment des prisonnières enceintes observaient avec horreur que leur grossesse était surveillée plus attentivement que leur propre santé. À mesure que l'accouchement approchait, les conditions s'amélioraient légèrement. Meilleure nourriture afin que le bébé reçoive des nutriments. Absence de torture physique extrême au cours des dernières semaines. Certaines recevaient même des examens médicaux rudimentaires. Mais cette amélioration se produisait dans un contexte de terreur continue. Les femmes savaient ce qui les attendait. Elles avaient vu ou entendu ce qui était arrivé à d'autres prisonnières enceintes. Elles savaient qu'elles accoucheraient et seraient ensuite éliminées. L'accouchement avait lieu dans des conditions inhumaines. Certaines femmes ont accouché dans le même espace de Kapucha, assistées minimalement par d'autres détenus ou par des gardiens sans formation médicale. D'autres ont été emmenées dans des établissements médicaux navals où le personnel agissait sous un ordre strict de secret. Les bébés naissaient, le sexe, le poids, les conditions étaient enregistrées. Et presque immédiatement, ils étaient séparés de leur mère. Les mères avaient des minutes ou des heures avec leurs enfants. Certaines réussissaient à les allaiter brièvement. D'autres les voyaient simplement avant qu'ils ne soient arrachés de leurs bras. Témoignage après témoignage décrit des femmes hurlant, suppliant, pendant que les bébés étaient emmenés. Et puis, dans les jours ou semaines suivant l'accouchement, ces femmes étaient transférées. La plupart a fini dans des vols de la mort. Leurs corps n'ont jamais été récupérés. Leurs enfants ont grandi sans connaître leurs véritables origines. Laura Carlotto était étudiante à l'université et militante d'une organisation politique de gauche. Elle a été enlevée enceinte en novembre 1977 à La Plata. Elle avait 23 ans. Elle a été emmenée dans un centre clandestin appelé Arana, un commissariat qui fonctionnait simultanément comme centre de détention légale et de torture clandestine. Là, le 25 août 1978, elle a donné naissance à un garçon. Une camarade de captivité qui a survécu se souvient des derniers mots de Laura alors qu'elle était conduite à son exécution. Elle a regardé les gardes et a dit « Ma mère ne vous pardonnera jamais ». Ces mots se sont révélés prophétiques. La mère de Laura était Estela de Carlotto.
et Estella consacrerait les 36 années suivantes de sa vie à chercher son petit-fils. Les bébés appropriés étaient remis par un système organisé. Certaines familles militaires sans enfants demandaient directement à des officiers supérieurs. D'autres fois, les commandants assignaient des bébés comme prime à des subordonnés loyaux. Dans tous les cas, des documents étaient falsifiés. Des médecins complices signaient de faux certificats de naissance où les appropriateurs apparaissaient comme des parents biologiques. Des actes de naissance frauduleux étaient créés. Des histoires d'adoption légales qui n'ont jamais eu lieu étaient fabriquées. L'ampleur de ce crime n'a émergé que progressivement après le retour à la démocratie. Les organisations de droits de l'homme, en particulier les grands-mères de la place de Mai, fondées en 1977, ont commencé à recueillir des cas. Elles ont identifié des schémas. Femmes enceintes disparues, bébés nés en captivité selon les témoignages de survivants, familles militaires qui avaient soudainement des enfants sans grossesse documentée. Les grands-mères ont affronté des obstacles monumentaux. Elles ne savaient pas si elles cherchaient des garçons ou des filles. Elles ne savaient pas avec quelle famille elles étaient. Elles n'avaient pas d'échantillon d'ADN des parents disparus pour comparaison. Et elles faisaient face à un système judiciaire qui, durant des années, a été hostile ou indifférent. Des juges rejetaient des demandes d'enquête. Les familles adoptives bénéficiaient de la protection de secteurs militaires qui maintenaient encore du pouvoir. L'innovation scientifique provient des États-Unis. La généticienne Mary Claire King, travaillant à l'Université de Californie à Berkeley, avait développé des techniques pour établir des liens de parenté par l'analyse de l'ADN sans avoir d'échantillon des parents. Elle pouvait utiliser l'ADN des grands-parents, oncles, tantes, cousins. En 1984, King s'est rendue en Argentine et a rencontré les grands-mères. Elle leur a expliqué qu'il était possible d'identifier les enfants volés par des tests génétiques qui comparaient leur ADN avec celui des familles chercheuses. Cette révélation a transformé la recherche. Les grands-mères ont pressé le gouvernement démocratique nouvellement installé de créer la Banque nationale des données génétiques, établie légalement en 1987. Des proches de disparus ont donné des échantillons de sang. Une base de données génétiques a été créée, la première de son genre dans le monde, conçue spécifiquement pour la récupération des identités volées. Mais avoir la science ne suffisait pas. Ils avaient besoin que les présumés enfants appropriés passent des tests. Et voici le problème. Beaucoup ne savaient pas qu'ils étaient appropriés. Ils avaient grandi avec des familles qui leur avaient menti sur leurs origines. Ils se considéraient comme des fils biologiques de leurs parents adoptifs. Les convaincre de se soumettre à des tests volontairement était presque impossible lorsqu'ils croyaient que les grands-mères attaquaient leur famille. Les premiers cas résolus venaient de jeunes qui avaient des doutes sur leurs origines. De petites incohérences qu'ils remarquaient, ne pas ressembler physiquement à leurs prétendus parents, manque de photos de la grossesse maternelle, commentaires cryptiques de parents. Lorsque ces doutes étaient associés à des nouvelles sur des enfants adoptés, certains décidaient de mener l'enquête. Ils se présentaient devant les grands-mères. Ils se soumettaient à des tests génétiques et découvraient que leurs soupçons étaient fondés. Francisco Madariaga Quintela avait 35 ans lorsqu'il a découvert sa véritable identité en 2010. Il avait grandi dans une famille qui lui avait dit être son père biologique. Mais des incohérences l'ont amené à douter. Il a contacté les abuelas. Le test ADN était positif. Il était le petit-fils d'une des fondatrices du mouvement. Sa mère biologique, Silvia Quintela, avait été enlevée alors qu'elle était enceinte. Francisco est né en captivité. Sa mère a été exécutée après l'accouchement. Il a été approprié par un policier impliqué dans la répression. L'impact psychologique de ces découvertes a été dévastateur. Madariaga a décrit se sentir comme si toute sa vie avait été un mensonge. Tout ce qu'il croyait sur son identité s'est effondré. Les personnes qu'il appelait parents étaient en réalité complices de ceux qui ont assassiné ses véritables parents. Il a dû traiter simultanément la perte de la famille qu'il connaissait et la récupération d'une identité dont il ne se souvenait pas. Cela a nécessité des années de thérapie psychologique pour commencer à intégrer ces réalités contradictoires. Les grands-mères ont élaboré des stratégies créatives pour identifier des cas. Des campagnes publicitaires incitaient les jeunes ayant des doutes sur leurs origines à se soumettre à des tests. Elles ont créé des lignes téléphoniques confidentielles. Elles ont élaboré des matériaux éducatifs pour les écoles expliquant le droit à l'identité.
Elles ont exercé des pressions pour que les juges ordonnent des tests contraignants dans les cas où des preuves suggéraient une appropriation, même si l'approprieur présumé refusait volontairement. Les affaires judiciaires étaient complexes. Les familles adoptives résistaient fermement. Elles engageaient des avocats qui soutenaient que les enfants, maintenant adultes, ne devaient pas être traumatisés par des révélations sur leur passé, qu'ils avaient été élevés avec amour, que forcer des tests ADN violait les droits à la vie privée. Les tribunaux devaient équilibrer des droits concurrents, le droit de la famille d'accueil contre le droit de l'individu à connaître sa véritable identité. Éventuellement, la jurisprudence argentine a établi que le droit à l'identité est inaliénable. Il ne peut être renoncé ni par les parents adoptifs, ni même par l'individu lui-même dans des cas d'appropriation pendant la dictature. Les juges peuvent ordonner des tests coercitifs lorsque des preuves sérieuses suggèrent une possible appropriation. Cette doctrine juridique a été révolutionnaire, priorisant le droit à la vérité sur le droit à la vie privée dans des contextes de crimes contre l'humanité. En 2012, un procès historique a spécifiquement traité le vol systématique de bébés comme un crime séparé. Jorge Rafael Videla, le premier dictateur de la junte, a été jugé avec Reinaldo Bignone, le dernier dictateur, et 7 autres accusés. Le procès a démontré que l'appropriation de bébés n'était pas un acte d'officiers incontrôlés, mais un plan systématique autorisé depuis la tête militaire. Des témoins ont décrit des réunions où il était question de ce qu'il fallait faire des enfants de subversifs. Des documents montraient des listes de familles militaires attendant d'adopter. Une preuve a été présentée d'un médecin militaire, Jorge Berges, qui avait assisté à des accouchements de détenus et ensuite falsifié des certificats de naissance. Les preuves étaient accablantes. Les fouteux blancs. Résistance sur la plaza de Mayo. Le 30 avril 1977, 14 femmes se réunirent à la plaza de Mayo, le cœur civique de Buenos Aires, situé en face du palais présidentiel Casa Rosada. Elles n'étaient pas des militantes politiques expérimentées ni des organisatrices professionnelles de manifestations. Elles étaient des mères dont les enfants avaient disparu dans les semaines suivant le coup militaire, des mères qui avaient parcouru les commissariats, les hôpitaux, les morgues, les ministères, trouvant seulement des refus et des portes closes, des mères qui, désespérées, décidèrent de rendre publiques leurs recherches. La dictature avait interdit les rassemblements de plus de 3 personnes dans les espaces publics. La déclaration de l'état de siège donnait le pouvoir aux forces de sécurité d'arrêter quiconque qu'elles considéraient comme suspect. Mais ces femmes, la plupart d'un âge moyen, femmes au foyer, sans antécédents politiques, avaient correctement calculé que leur profil les protégerait temporairement. Elles ne correspondaient pas à l'image de subversif que le régime avait construite. Elles étaient en apparence des mères traditionnelles réclamant leurs enfants. Lorsque des policiers s'approchèrent en leur ordonnant de se disperser, les femmes eurent une inspiration brillante. Au lieu de partir ou de former un groupe statique qui pourrait être accusé de réunion illégale, elles commencèrent à marcher. Elles marchèrent en cercle autour de la pyramide de Mai, le monument central de la place. Elles ne s'arrêtaient pas, donc techniquement ce n'était pas une réunion statique. Elles marchaient par 2 ou 3, respectant la lettre de la loi sur le nombre limite de personnes réunies. Mais visuellement, clairement, c'était un groupe cohésif réalisant une protestation. Ce premier cercle deviendrait rituel. Chaque jeudi à 15h30, les mères se réunissaient sur la place. Elles marchaient pendant des heures, portant des photographies de leurs enfants disparus, tenant des pancartes avec des noms et des dates de disparition. Le nombre de femmes a augmenté semaine après semaine. 10, 20, 50, finalement, des centaines. Les mères ont commencé à porter des foulards blancs sur la tête comme symbole d'identification. Les premiers foulards étaient littéralement des langes en tissu de leurs enfants lorsqu'ils étaient bébés, conservés pendant des années et maintenant transformés en emblèmes de protestation. Elles brodaient sur les foulards les noms de leurs enfants disparus. Ce foulard blanc deviendrait l'un des symboles des droits de l'homme les plus reconnus mondialement. Parmi les fondatrices se trouvait Azucena Villaflor, dont le fils Nestor avait disparu en janvier 1977. Villaflor avait 49 ans, travaillait comme employé de maison, n'avait pas d'éducation, universitaire.
mais elle possédait une détermination de fer et une capacité organisationnelle naturelle. Elle a coordonné les premières réunions, établi des contacts avec des journalistes étrangers, organisé la présentation des recours en habeas corpus collectif. Esther Balestrino était biochimiste, l'une des rares mères avec une éducation supérieure. Elle avait connu Jorge Bergoglio, futur pape François, des années auparavant lorsqu'il était professeur. Balestrino a apporté un rigor analytique au mouvement, aidant à documenter des cas, à identifier des modèles dans les disparitions. Maria Pons de Bianco, enseignante à la retraite, apportait un réseau de contacts dans les communautés éducatives. Le 10 décembre 1977, Journée internationale des droits de l'homme, les mères ont publié leur première demande dans le journal La Prensa. C'était une annonce payante avec la liste de 237 disparus et les noms de leurs proches cherchants. Cela a nécessité un courage extraordinaire. Elles s'identifiaient publiquement, devenant des cibles visibles pour le régime. Cette même nuit, Azucena Villaflor a été enlevée de sa maison à Avellaneda. Des témoins ont vu des hommes armés en civil la forcer à entrer dans une voiture. Elle a disparu dans le système qu'elle avait commencé à dénoncer. 2 jours plus tard, Esther Balestrino et Maria Pons ont également été enlevées. Dans les jours suivants, d'autres mères fondatrices ont disparu. Parmi les victimes se trouvaient 2 religieuses françaises, Alice Daumont et Léonie Duquet, qui avaient aidé les mères dans leur quête. Toutes ont été emmenées à l'ESMA. L'opération avait été infiltrée par Alfredo Astiz, officier du renseignement naval qui s'était fait passer pour le frère d'un disparu, gagnant la confiance des mères pendant des mois. Astiz avait identifié des leaders, avait appris leurs plans, avait tout rapporté à ses supérieurs. Lorsque la junte a décidé de décapiter le mouvement, Astiz a fourni des informations pour les enlèvements. À l'ESMA, ces femmes ont été brutalement torturées. Les tortionnaires voulaient des listes d'autres activistes, des contacts avec des organisations internationales, des plans futurs du mouvement. Les mères ont résisté. Le témoignage d'autres détenus qui les ont vues en captivité a décrit leur courage. Malgré la souffrance, elles n'ont pas fourni d'informations compromettantes concernant d'autres. Le 14 décembre 1977, Villaflor, Balestrino, Pons, Daumont, Duquet et 7 autres personnes ont été droguées, chargées dans l'avion Skivampea 51 et jetées vivants dans l'océan Atlantique. Leurs corps sont apparus sur des plages des semaines après, poussés par les Sud-Est. Ils ont été enterrés comme non identifiés. Ce n'est qu'en 2005 que l'équipe argentine d'anthropologie forensique, les Amindum, identifierait grâce à des tests ADN. L'assassinat des fondatrices aurait pu détruire le mouvement, mais c'est l'inverse qui s'est produit. Leur mort a radicalisé et multiplié la résistance. Plus de mères se sont ajoutées, désormais conscientes qu'elles faisaient face à un régime prêt à tuer même des femmes d'âge moyen. Hébé de Bonafini, dont le fils Jorge avait disparu en février 1977, a émergé comme nouvelle leader. Bonafini, moins diplomate que Villaflor, plus confrontative, donnerait au mouvement un profil plus combatif. Les mères ont commencé à attirer l'attention internationale. Des journalistes étrangers couvraient les manifestations, des organisations de droits humains documentèrent des témoignages. En 1979, lorsque la Commission interaméricaine des droits de l'homme a visité l'Argentine pour enquêter sur des violations, les mères ont été des témoins clés. Leurs témoignages, présentés devant un organisme international, ont commencé à rompre la narration du régime qui niait l'existence de disparus. En 1980, pour le 4e anniversaire du coup, les mères ont organisé la première marche de la résistance. C'était une marche de 24 heures continue autour de la place. Des milliers de personnes ont participé. Ce fut une démonstration massive d'opposition au régime à un moment où presque toutes les autres formes de protestation avaient été supprimées. Le régime, déconcerté, n'est pas intervenu violemment. Arrêter massivement des femmes d'âge moyen et des âgés générerait une image internationale désastreuse. Parallèlement, en 1977, un groupe spécifique s'était formé, les grands-mères de la place de Mai. Tandis que les mères cherchaient principalement des enfants adultes disparus, les grands-mères se concentraient sur les bébés nés en captivité ou enlevés avec leurs parents. Leur objectif était différent mais complémentaire, récupérer des petits-enfants volés.
Estela de Carlotto a rejoint les grands-mères en 1978 après avoir confirmé la mort de sa fille et découvert que son petit-fils avait été approprié. Les grands-mères faisaient face à un défi unique. Elles ne devaient pas seulement trouver des enfants, mais prouver qu'ils étaient appropriés alors que des familles avaient des documents falsifiés les présentant comme des enfants biologiques. Les abuelas ont développé une stratégie de recherche sophistiquée. Elles recueillaient des témoignages de survivants sur des grossesses dans des centres clandestins. Elles traçaient des familles militaires qui avaient soudainement des bébés. Elles surveillaient les registres de naissance à la recherche d'irrégularités. Elles cultivaient des informateurs dans des hôpitaux militaires. C'était un travail d'enquête minutieux, réalisé sans ressources formelles, par des femmes sans formation professionnelle, mais avec une détermination absolue. Le contact avec Marie-Claire King en 1984 a transformé la recherche. King a expliqué qu'elle pouvait identifier des liens de parenté en utilisant l'ADN des grands-parents. Cette technique, développée spécifiquement pour le cas argentin, a révolutionné la génétique forensique à l'échelle mondiale. Le Banco Nacional de Datos Genéticos, établi en 1987, est devenu un modèle international pour l'utilisation de la génétique dans les droits de l'homme. Mais la science seule ne suffisait pas. Les grands-mères avaient besoin que des jeunes ayant des doutes sur leurs origines se présentent volontairement. Ils ont lancé des campagnes médiatiques. « Si tu as des doutes sur ton identité, rapproche-toi », disaient les affiches. « Nous avons tous le droit à notre véritable identité ». Ces campagnes ont résonné chez des jeunes qui avaient remarqué des incohérences dans leurs histoires familiales. Les réunifications généraient des scènes émouvantes, mais aussi complexes. Des jeunes découvraient que des personnes qu'ils appelaient parents étaient des appropriateurs. Ils faisaient la connaissance de leurs grands-parents et de leurs proches biologiques pour la première fois. Ils prenaient conscience de la réalité que leurs véritables parents avaient été assassinés par le régime qui les avait élevés. C'était un traumatisme sur un traumatisme nécessitant des années de soutien psychologique. En 1992, le Parlement européen a décerné aux mamans le prix Sakharov pour la liberté de penser, son plus haut prix en matière de droits de l'homme. En 1999, les Nations Unies leur ont décerné leur prix pour l'éducation à la paix. En 2003, Estela de Carlotto a reçu le prix des droits de l'homme de l'ONU. Ces reconnaissances internationales validaient leur lutte et faisaient pression sur le gouvernement argentin. Justice différée, les procès historiques. Le 22 avril 1985, pour la première fois dans l'histoire latino-américaine, un gouvernement démocratique a traduit en justice des dictateurs qui l'avaient précédé. Au palais de justice de Buenos Aires, devant la Chambre fédérale en matière criminelle, 9 commandants des 3 juntes militaires qui ont gouverné l'Argentine entre 1976 et 1983 ont comparu. Jorge Rafael Videla, Emilio Eduardo Macera, Orlando Ramón Agosti et 6 autres faisaient face à des accusations d'homicide, de torture, de vol et de disparition forcée de personnes. Le procès, connu sous le nom de procès des juntas, était un événement judiciaire sans précédent. Il n'y avait pas de modèles antérieurs. Le Chili, sous Pinochet, n'avait pas jugé de militaires. Le Brésil avait accordé une amnistie totale. L'Uruguay ferait de même. L'Argentine, sous la présidence de Raúl Alfonsín, élu en 1983, a emprunté un chemin différent. Alfonsín, avocat de formation, croyait que la démocratie nécessitait de rendre des comptes sur le passé dictatorial. Avant le procès, Alfonsín avait créé la CONADEP, une commission qui a recueilli des témoignages de victimes et de familles pendant 9 mois. Le rapport final, Nunca Más, a documenté l'horreur systématique. Il a vendu des centaines de milliers d'exemplaires en quelques semaines, devenant ainsi un texte fondamental de la mémoire collective argentine sur la dictature. Ce rapport a fourni une base factuelle pour le procès. Le parquet était dirigé par Julio César Stracera et Luis Moreno Ocampo. Stracera, procureur fédéral de carrière, avait refusé de participer au procès pendant la dictature. Moreno Ocampo, jeune avocat de 32 ans, apportait énergie et rigueur analytique. Ensemble, ils ont construit un dossier qu'ils présenteraient 711 cas spécifiques de disparition, torture et meurtre. Le procès a duré 5 mois. 833 témoins ont déclaré. Beaucoup étaient des survivants de centres clandestins,
témoignant publiquement pour la première fois. Ils ont décrit des tortures spécifiques. Ils ont identifié des tortionnaires par des surnoms, le Tigre, le Turc Julian, l'Ange. Ils ont nommé des lieux, ESMA, El Olimpo, Club Atlético. La défense a soutenu que les commandants réagissaient simplement à une insurrection violente, que leurs actions constituaient une légitime défense de l'État. Ils ont cité les attaques des guérillas Montoneros et ERP qui avaient précédé le coup d'État. Ils ont fait valoir que la guerre contre la subversion justifiait des méthodes extrêmes. Mais le parquet a démontré que la répression était disproportionnée, que les victimes comprenaient des personnes sans lien avec la violence, que les méthodes violaient toute loi nationale et internationale. L'allocution finale de Stracera, le 9 septembre 1985, a duré des heures. Il a méticuleusement reconstruit les preuves. Il a lié les politiques des juntes à des crimes spécifiques. Il a rejeté la théorie des deux démons qui assimilait la violence de guérilla au terrorisme d'État. Et il a conclu par la phrase qui deviendrait emblématique « Jamais plus ». C'était l'écho du titre du rapport de CONADEP, devenu un impératif moral pour la société argentine. Le 9 décembre 1985, le tribunal a rendu des sentences. Videla et Macera, réclusion à perpétuité, Agosti, 4 ans et demi, Roberto Viola, 17 ans, Armando Lambruschini, 8 ans. 4 commandants ont été acquittés en raison de l'absence de preuves spécifiques les liant à des crimes particuliers, bien que le tribunal ait reconnu qu'un système général de répression avait existé. Les jugements ont été reçus avec des sentiments mitigés. Des organisations de droits de l'homme célébraient que la justice avait prévalé, que les militaires responsables faisaient face à la prison. Mais ils critiquaient les acquittements et que les jugements n'atteignaient que le sommet de la hiérarchie, pas les officiers intermédiaires et subalternes qui avaient exécuté des tortures et des meurtres. Les militaires, pour leur part, considéraient les sentences comme une trahison. Des secteurs des forces armées ont commencé à planifier une résistance. Au cours de la Semaine sainte de 1987, des officiers de rang moyen ont protagonisé un soulèvement militaire connu sous le nom de rébellion des Carapintadas. Ils exigeaient la fin des procès et une amnistie. Alfonsine, faisant face à une menace de guerre civile, a négocié. Il n'y a pas eu d'amnistie formelle, mais il y a eu des lois qui ont considérablement limité l'étendue de la justice. En 1986, la loi du point final a été approuvée. Elle établissait un délai de 60 jours pour présenter de nouvelles dénonciations contre les militaires. Après ce délai, les affaires sans poursuite seraient classées. L'intention était de clore le chapitre judiciaire. En 1987 est venue la loi de l'obéissance due. Elle exonérait de responsabilité criminelle les officiers de rang moyen et bas, arguant qu'ils suivaient seulement des ordres supérieurs. Ces deux instruments juridiques ont effectivement mis fin au procès. Pour aggraver la situation, en 1989 et 1990, le nouveau président Carlos Menem a accordé des grâces. Videla, Macera et d'autres commandants condamnés ont été libérés. Menem a fait valoir la nécessité de réconciliation nationale, de tourner la page. Pour les victimes et leurs familles, c'était une trahison du système démocratique qui avait promis justice. Pendant une décennie et demie, entre 1992 et 2005, l'Argentine a vécu sous une impunité légale pour les crimes de la dictature. Les procès étaient bloqués. Les auteurs vivaient librement. Certains occupaient des postes publics. Alfredo Astiz, responsable d'infiltrer et de livrer les maires de la place de Mai, vivait ouvertement à Buenos Aires. Jorge Acosta, le tigre de l'ESMA, donnait des interviews défendant ses actions. Mais les organisations de droits de l'homme n'ont pas cédé. Elles ont continué à documenter des cas. Elles ont exercé des pressions dans les cours internationales. En 1998, Videla a été arrêté à nouveau, cette fois pour vol de bébé. Les lois du point final et de l'obéissance due ne couvraient pas ce crime spécifique. Une stratégie légale a commencé à émerger. Poursuivre des crimes non couverts par l'impunité législative. En 2003, le gouvernement de Néstor Kirchner a déclaré inconstitutionnelles les lois de Punto Final et Obediencia Debida. En 2005, la Cour suprême a ratifié cette déclaration. La fondation légale était que les crimes de lèse-humanité sont imprescriptibles, inamnistiables.
Aucune loi nationale ne peut bloquer la poursuite de génocide, de torture, de disparition forcée. L'Argentine avait ratifié des conventions internationales qui l'établissaient ainsi. Avec ces lois annulées, des procès ont été rouverts. Les procureurs ont commencé à réactiver des affaires classées. De nouveaux témoignages ont été recueillis. Des preuves conservées pendant des années ont été présentées devant les tribunaux. À partir de 2006, des tribunaux fédéraux à travers l'Argentine ont commencé à traiter des centaines d'affaires simultanément. L'affaire la plus importante fut l'ESMA Mega Causa, initiée en 2012. Elle a traité des crimes commis dans ce centre entre 1976 et 1983 contre 789 victimes. 54 accusés ont été jugés, des amiraux aux sous-officiers, des médecins aux officiers de renseignement. Le procès a duré 5 ans, 830 témoins ont déclaré. Les preuves comprenaient des documents militaires déclassifiés, des photographies passées en contrebande par Victor Bastera, des témoignages de survivants maintenant, avec des décennies de distance émotionnelle permettant des témoignages plus complets, des expertises anthropologiques sur des restes récupérés de corps. Particulièrement importante était la section du procès consacrée au vol de la mort. C'était la première fois que le système d'extermination par lancement depuis des avions était spécifiquement traité. Les procureurs ont présenté des carnets de vol du Skyvan PA-51, des témoignages de mécaniciens qui ont préparé des avions, des déclarations, d'officiers navals qui ont décrit les procédures. Il a également été traité le fonctionnement de la maternité à l'ESMA. Des témoins ont décrit des accouchements en détention, la séparation des bébés, l'exécution ultérieure des mères. Des preuves spécifiques d'appropriation liées aux officiers inculpés ont été présentées. Le procès a documenté que l'ESMA n'était pas seulement un centre de torture, mais aussi de vol systématique d'identité. Le 29 novembre 2017, le tribunal a rendu des verdicts. 29 accusés ont reçu la réclusion à perpétuité. 19 ont reçu des peines comprises entre 8 et 25 ans. 6 ont été acquittés en raison d'un manque de preuves directes les liant à des crimes spécifiques. Parmi les condamnés à perpétuité se trouvaient Jorge Acosta, le Tigre, et Alfredo Astiz, infiltré des mers. Mémoire et héritage. De l'horreur au monument. Le 24 mars 2004, le président Néstor Kirchner a réalisé un acte qui semblait impossible des décennies auparavant. Lors d'une cérémonie publique diffusée à l'échelle nationale, il a signé un décret ordonnant de transformer les installations de l'ESMA en espace pour la mémoire et pour la promotion et la défense des droits de l'homme. Les 17 hectares où des milliers avaient été torturés et assassinés seraient transformés en un lieu dédié à préserver la mémoire et à éduquer sur le terrorisme d'État. La décision n'a pas été automatique ni facile. Pendant des années après le retour à la démocratie, l'ESMA a continué à fonctionner comme école navale active. La marine résistait à abandonner l'installation. Elle prétendait que c'était une partie du patrimoine institutionnel naval, que toute la base n'avait pas été utilisée pour la répression, que l'évacuer serait une admission de culpabilité collective. Les organisations de droits de l'homme ont exercé des pressions pendant des décennies pour l'évacuation. En 2004, durant des enquêtes judiciaires sur l'ESMA, les juges ont ordonné de préserver le casino de Official comme preuve. Marina a tenté d'entraver les inspections. Il y a eu des plaintes selon lesquelles des éléments étaient enlevés ou altérés. Cette résistance institutionnelle a continué jusqu'à ce que la pression politique sous le gouvernement Kirchner ait finalement forcé une évacuation complète en 2004. La transformation de l'ESMA en espace de mémoire a été symbolique mais aussi pratique. Le casino des officiers, le bâtiment où des tortures ont eu lieu, a été préservé méticuleusement. Il n'a pas été restauré à l'état original, ce qui aurait effacé les marques de l'horreur. Il a été préservé dans son état post-dictature, avec des inscriptions que des détenus avaient gravées sur les murs, avec des structures qui révélaient comment les espaces avaient été adaptés pour la répression. En 2015, le musée site de mémoire ESMA a été inauguré formellement dans le casino des officiers. La muséographie a été conçue avec rigueur historique. Il n'y a pas de mise en scène ni de reconstitution dramatique. Il y a des témoignages de survivants présentés en vidéo. Il y a des documents originaux, il y a des photographies prises par Bastera,
Il y a des objets récupérés, des menottes, des cagoules, des dossiers bureaucratiques de torture. Le 3e étage, Capucha, reste pratiquement intact. Les visiteurs peuvent voir l'espace long et étroit où des centaines ont été enchaînés. Des anneaux soudés au sol restent visibles. Des inscriptions que les détenus ont gravées secrètement sur les murs avec des morceaux métalliques sont préservées sous verre. Une prière. Comment est-il possible que des enfants soient nés à cet endroit ? Référence à la maternité clandestine. Le sous-sol où se déroulaient les principales tortures a également été préservé. Des murs en briques apparentes montrent une humidité constante. L'installation électrique adaptée pour la torture est documentée par des photographies historiques présentées sur des panneaux explicatifs. Il n'y a pas de recréation sensationnaliste de l'horreur. Il y a une présentation sobre de faits vérifiés. D'autres lieux de mémoire ont suivi le modèle ESMA. L'Olympo, centre clandestin qui a opéré à Floresta entre 1978 et 1979, a été converti en musée en 2006. Le Club Atlético, centre qui a fonctionné sous une autoroute en construction, a été partiellement creusé et converti en site archéologique de mémoire. Automotores Orleti, base d'opération du Plan Condor, est maintenant un espace mémorial administré par des organisations de survivants. Dans les provinces, des centaines de sites ont été identifiés et signalés. Tous ne sont pas des musées formels. Certains ont simplement des plaques commémoratives. D'autres sont des sites archéologiques où des équipes judiciaires continuent de rechercher des restes. Le processus de signalisation a été le résultat de décennies de travail, guidé par des organisations locales de droits de l'homme. En septembre 2023, l'UNESCO a déclaré l'ESMA patrimoine mondial de l'humanité. C'est une reconnaissance internationale de la valeur universelle exceptionnelle du site pour la mémoire des violations massives des droits de l'homme. L'UNESCO a classé l'ESMA avec des sites tels qu'Auschwitz ou Hiroshima comme des lieux dont la préservation importe à toute l'humanité, pas seulement aux pays où ils sont situés. La déclaration de l'UNESCO s'est produite dans un contexte politique tendu. L'Argentine avait alors un candidat à la présidence, Javier Milei, qui remettait en question le chiffre de 30 000 disparus. Milei soutenait que le nombre réel était bien inférieur, suggérant que les organisations de droits humains gonflaient les chiffres pour des raisons politiques. Sa future vice-présidente, Victoria Villarruel, avait défendu publiquement des militaires condamnés, affirmant qu'ils avaient agi en défendant la nation contre le terrorisme. Ce négationnisme n'était pas nouveau, mais avait été marginal pendant des années. Avec l'ascension de Milei à la présidence en décembre 2023, le négationnisme a gagné une plateforme politique grand public. Les organisations de droits de l'homme ont fait face à des coupes drastiques de financement. Le musée ESMA a vu son budget réduit. Les programmes éducatifs sur la mémoire ont été supprimés ou réduits. La bataille pour la mémoire ne s'est pas terminée avec la fin de la dictature ni avec les procès. C'est une lutte continue que chaque génération doit soutenir. Les négationnistes soutiennent que 30 000 est une exagération, que le nombre réel de disparus était 8 900 selon CONADEP. Mais ce chiffre ne représente que les cas vérifiés par document. Il ne comprend que les personnes dont les familles ont pu déposer des plaintes formelles. Pendant la dictature, de nombreuses familles n'ont pas dénoncé les disparitions par peur. D'autres ne savaient pas où dénoncer. Beaucoup de disparus provenaient de secteurs marginalisés. Des habitants des bidonvilles, des immigrants, des personnes sans réseaux familiaux solides. Leurs disparitions n'ont jamais été formellement enregistrées. Le chiffre de 30 000 provient d'estimations basées sur la capacité opérationnelle des 500 centres clandestins fonctionnant pendant 7 ans. Les débats sur les chiffres, cependant, détournent l'attention d'un point fondamental. Même s'il y avait 1000 victimes au lieu de 30 000, le système aurait été tout aussi criminel. La torture est la torture indépendamment de l'échelle. La disparition forcée viole les droits humains fondamentaux, peu importe la quantité. Se concentrer sur des chiffres exacts permet aux négationnistes d'éviter de confronter la nature des crimes. En 2023, une controverse a surgi lorsque le club de football River Plate a demandé à construire un centre d'entraînement sur le terrain sportif de l'ESMA. Le terrain, utilisé par des cadets navals avant la dictature, était situé dans le complexe de 17 hectares.
Des témoignages de survivants indiquaient qu'il avait été utilisé pour éliminer des corps pendant la dictature en les brûlant dans ce que les officiers appelaient « asaditos ». Le juge fédéral Ariel Lijo a autorisé la construction sous condition d'une recherche archéologique préliminaire. L'équipe argentine d'anthropologie judiciaire a été chargée d'excaver le site à la recherche de restes humains. Si des preuves d'inhumation étaient trouvées, la construction serait annulée. La recherche se poursuivait en 2025, avec des résultats encore non concluants. Cette controverse illustre une tension continue sur la manière de traiter les sites mémoriaux. Doivent-ils être préservés intacts pour l'éternité? Ou est-il acceptable d'envisager certains développements s'ils incluent une commémoration? Jusqu'où s'étend l'obligation de préservation? Il n'y a pas de réponse facile. Chaque cas suscite des débats intenses entre les victimes, les organisations de défense des droits humains et les autorités. Les programmes éducatifs sur la dictature sont obligatoires dans les écoles argentines depuis 2006. 24 mars, anniversaire du coup d'État, est un jour férié national appelé Journée nationale de la mémoire pour la vérité et la justice. Les étudiants visitent des sites de mémoire, écoutent des témoignages de survivants, étudient des documents historiques. L'objectif est de s'assurer que les nouvelles générations comprennent ce qui s'est passé. Cependant, l'efficacité de cette éducation varie. Dans des écoles bien équipées avec des enseignants engagés, les étudiants reçoivent un enseignement rigoureux. Dans des écoles avec moins de ressources, le sujet peut être abordé superficiellement. Et avec les récents changements politiques, il y a une pression pour modifier le programme, minimiser l'accent sur les violations des droits de l'homme, présenter une narration plus favorable aux militaires. Les survivants jouent un rôle crucial dans l'éducation à la mémoire. Beaucoup consacrent du temps à visiter des écoles, à raconter leurs expériences, à répondre aux questions des étudiants. C'est un travail émotionnellement épuisant. Revivre un trauma de manière répétée a un coût psychologique. Mais les survivants considèrent comme une obligation morale de s'assurer que leurs témoignages directs soient préservés tant qu'ils sont en vie. Pour 2025, de nombreux survivants sont octogénaires. Chaque année qui passe, il y a moins de témoins directs disponibles. Cela rend urgent de documenter des témoignages sous un format permanent. Des projets d'histoire orale ont enregistré des milliers d'heures d'entretien. Ces archives seront une ressource cruciale pour les générations futures lorsque plus aucun témoin vivant ne sera présent. Les grands-mères de la place de Maille, maintenant avec des membres originaux de 90 ans ou plus, font face à la réalité du temps. Estella de Carlotto, présidente depuis 1989, a 94 ans en 2025. Elle a intégré des petits-enfants récupérés au conseil d'administration de l'organisation, assurant la continuité générationnelle. Mais la transition est douloureuse. Les grands-mères originales meurent les unes après les autres, certaines sans avoir retrouvé leurs petits-enfants. Pour les familles des disparus dont les corps n'ont jamais été retrouvés, l'absence d'enterrement crée un deuil inachevé. Les anthropologues légistes continuent de fouiller des sites suspects. Lorsqu'ils trouvent des restes, l'ADN est comparé avec une base de données de membres de la famille. Les identifications réussies permettent finalement d'enterrer des êtres chers des décennies après leur mort.